au journal officiel de 2010. Donc, suite à cette création, il y a déjà eu c'est le 3e mandat des URPS qui est actuellement en cours. Et on va passer à la slide suivante, Marion. Si tu peux. Pardon, écoute, c'est bon, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Tu n'arrives pas à mettre la prochaine? Non, je suis bloquée partout parce que tous mes écrans. Ça arrive souvent, oui. Attendez, je vais y arriver. C'est le direct. Ouais. Je peux plus, si c'est bon. Bon, je vais faire à la fin, tant pis, c'est pas grave. Voilà, on y arrive. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, l'URPS, infirmier, je vous dis, regroupe les 5 territoires qui sont présents, là où vous voyez, qui représentent 3 442 infirmières en 2020. C'est toujours très progressif. Donc, en fin de compte, là, aujourd'hui, c'est largement plus malgré tout, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'installations en 2020, 2021. Et, hop, attendez, je raccroche. Donc, elle est composée par une assemblée qui, pour cette mandature présente, qui a été votée et élue l'année dernière, nous avons 15 élus qui ont été élus donc en avril 2021, et ça pour 5 ans. Les 15 élus ne sont pas tous au bureau. Il y a un bureau qui représente 6 élus qui font les décisions politiques un petit peu du mandat à venir et des grands travaux qu'on mène pour les infirmières. Et il y a une commission de contrôle qui est composée de 3 élus qui permet en fin de compte de contrôler un petit peu le budget qui est en fin de compte issu des cotisations infirmières également, qui est en général prélevé au mois de septembre et qui est 0,10%, enfin un montant qui est prélevé directement par l'URSSAF sur nos cotisations à la fin de l'année à peu près. Donc, les missions de l'URPS, ça va être sur la prochaine slide. Si tu peux mettre la prochaine, Marion. Ouais, revenir toujours. Donc, les missions de l'URPS. En fin de compte, vous avez dû vous avez déjà dû voir, de toute façon, en 2020, l'URPS a été très, très active en mission avec l'ARS pour la fonction pour le Covid, la pandémie. Donc, en fin de compte, les missions de l'URPS ont pour but de participer à la mise en œuvre des politiques de santé qui sont votées au niveau du gouvernement, contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de soins, à participer à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre, et développer des actions de prévention, de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique. Donc, vous avez dû voir effectivement l'année dernière, c'est vrai que 2020 a été très riche par rapport aux actions de l'URPS face à la pandémie. Il y a eu beaucoup, et là en ce moment, il y a beaucoup de projets qui se développent, qui ont été travaillés avec la sécurité sociale, comme celle qui va être présentée là pour tout à l'heure. Et également, vous avez dû entendre du projet Dénutrition depuis quelques années que nous avions mis en place, qui se développe, qui va finir par se développer. La pandémie a largement reculé le développement de certains projets. Il y a le projet sevrage tabagique avec Stilv, il y a le projet prévention des chutes qui se met en place, la permanence des soins. Voilà, on essaye de trouver mais de mettre en exergue et de mettre en avant des nouvelles missions que nous pourrons avoir et qui pourront largement bonifier notre activité en libéral. Tant sur le plan financier que surtout le plan préventif et intellectuel, c'est quand même très intéressant. Donc voilà ce qu'est l'ensemble de nos missions. On se réunit avec le bureau régulièrement, plus facilement en Zoom maintenant qu'on a pris l'option Zoom. Mais on se réunit à peu près 4 à 6 fois, plus que 6 fois par an, et on mène à bien des projets qui sont proposés par l'ARS et d'autres éventuellement, notamment en article 51 qui peuvent être développés ensuite qui peut être développé non plus en régional, mais vraiment en France. Voilà, je vais laisser la parole maintenant pour la présentation du webinaire présent. Voilà, je vous remercie. Merci.
Bonjour à tous. Côté assurance maladie, donc je suis Nadjet Boutelier, je suis référente régionale e-santé. Donc, je fais de la coordination, je dirais, régionale. Et en même temps, je suis référente e-santé dans le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux thématiques qu'on a mis en exergue sur la e-santé. Donc, vous avez mon espace santé, deux sujets, donc mon espace santé et la télésanté. Donc, vous allez voir, la télésanté, c'est quelque chose de très vaste. Donc, on vous a bloqué tous vos micros hein, pour faciliter et fluidifier les messages. N'hésitez pas, par contre, à poser vos questions dans l'onglet discussion. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Sinon, on a un petit moment où vous pourrez réagir et on pourra répondre aussi à vos questions, à ceux que je n'ai pas pu répondre au fil de l'eau, entre les deux thématiques. Voilà, je laisserai la parole à Claire Marquez qui va vous présenter mon espace santé et se présenter en même temps. Merci. Oui, bonjour. Merci d'être nombreuses aujourd'hui pour cette présentation. Moi, je suis chef de projet e-santé sur la Caisse de Loire-Atlantique qui a bénéficié de la phase pilote pour la mise en place de mon espace santé. Donc, l'espace numérique de santé des citoyens est ouvert depuis la moitié de l'année 2021 et nous avons donc déjà pu expérimenter quelques cas d'usage. Séverine, tu veux te présenter pour faire le… Alors, bonjour à tous, donc Séverine Brachet, chargée de mission e-santé à la Caisse du 85. Donc, c'est moi qui présenterai la deuxième partie sur la télésanté, mais la e-santé, en effet, recouvre mon espace santé et puis toutes les grandes thématiques que vous connaissez déjà, la MSS, le DNP, etc. Voilà. Marion, est-ce que vous voulez que je partage le diapo ou est-ce que vous voulez le partager? Non, ça me semblait plus facile si c'était plutôt vous qui dérouliez selon votre intervention. C'était, je pense, plus simple si ça vous va comme ça, Claire. Oui, absolument. Alors, hop. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, pour cette première partie concernant mon espace santé, un petit focus en fait sur l'ensemble de la dynamique du numérique en santé. Vous avez entendu parler de la feuille de route qui est très large et très vaste, qui concerne autant les usagers que les professionnels de santé. Quand j'entends professionnels de santé, j'entends bien entendu professionnels libéraux et établissements aussi. Avec de nombreux outils qui doivent venir au service des professionnels et qui doivent ajouter de la valeur à l'activité. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous vendre de force des produits numériques et des outils. On est vraiment là pour partager avec vous sur les atouts que peuvent représenter ces éléments. Vous le voyez là sur cette matérialisation, on a des produits qui sont vraiment destinés aux usagers, d'autres vraiment aux professionnels de santé et certains qui vont se recouper. Vous entendrez parler très prochainement de l'application Carte Vitale qui sera en expérimentation en Sarthe à partir du mois d'avril et en Loire-Atlantique à partir du mois de juillet, très rapidement en généralisation. La e-prescription est déjà en expérimentation en Maine-et-Loire. La téléconsultation, on ne la présente plus. Enfin, même si on va quand même la représenter tout à l'heure, mais en tout cas, elle n'est plus inconnue. Et la messagerie sécurisée, eh bien, je vais vous en reparler, notamment à l'occasion de cette présentation concernant mon espace santé. Claire, est-ce que tu peux mettre plein écran, s'il te plaît? Alors, pour moi, je suis déjà en plein écran. Ah, vous voyez tous en plein écran? Non, pareil, Claire, je ne vois pas le plein écran. Je vois ouais, c'est dommage parce qu'on voit… C'est vrai? Alors… Peut-être ressortir et reprendre le… Je vois qu'il n'y a pas que moi qui a des soucis. Oui. Ça n'est pas en plein écran. Alors… Ah, moi, je n'ai pas en plein écran encore. Non, 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 moi non plus. Ouais. Là, c'est mieux? Non, c'est pas plein C'est pareil. Hein. D'accord. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi. Hein. Bon, c'est pas très grave sinon. Hein. Bon, bah écoutez. C'est un peu petit du coup. Alors, je sais pas.
Peut-être sortir et revenir, généralement ça marche. Les petites astuces. Ouais. Alors, hop. Il ne veut pas comme ça. Non, toujours pas? Non, Non. toujours pas. Bon, c'est pas très grave. Bon, bah, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais tout expliquer de toute façon. L'identité nationale de santé, pourquoi on vous en parle? Eh bien, parce que vous allez beaucoup en entendre parler et que cette identité, c'est le verrou de sécurité que vous allez pouvoir retrouver sur la sécurisation de l'ensemble des données numériques que vous allez être amené à utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, quand on connaît un patient, on peut connaître un patient avec plusieurs identités potentielles, en tout cas plusieurs identités dans les logiciels métiers. On peut connaître cette dame, Sarah Louana Garcia Amadi, avec 3 identités différentes en fonction du professionnel de santé qui l'accompagne, tantôt sous un nom de naissance, tantôt sous un autre nom de naissance ou son nom de femme mariée, tantôt sous un double nom. Et l'objectif de cette identité nationale de santé, c'est de pouvoir identifier toujours la même personne, d'être sûr qu'on est bien en présence de la même personne. Et nous avons encore des remontées ces derniers jours au niveau de la Loire-Atlantique de problématiques avec des homonymes, des belles-sœurs qui sont des homonymes parfaits avec la même date de naissance et qui, pour le coup, se retrouvent avec un compte-rendu hospitalier qui arrive dans l'espace numérique de la belle-sœur et pas de la personne concernée. D'où l'importance vraiment de faire cette vérification. Et cette vérification d'INS, c'est en réalité le numéro de sécurité sociale que l'on va croiser avec 5 points d'identité, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de naissance. Une fois qu'on a pu vérifier ces éléments, on verrouille la sécurité de l'information et c'est ce qui permet de s'assurer qu'on envoie les documents dans un bon espace santé, dans le bon DMP pour vous, ou qu'on envoie un message sécurisé au bon patient. Pour mon espace santé, de quoi on parle? On parle de 5 fonctionnalités. Un dossier médical. Ce dossier médical, c'est le DMP que l'on connaissait déjà auparavant. Et ce DMP, c'est la voie d'accès pour vous, en tant que professionnel de santé, pour aller consulter les documents qui peuvent être stockés à l'intérieur de ce dossier médical. Et notamment les résultats de biologie, les comptes rendus hospitaliers et le volet de synthèse médicale pu être déposé par le médecin traitant. Et nous avons une campagne importante d'accompagnement en ce moment auprès des médecins généralistes pour déposer ce volet de synthèse médicale. On a un ajout important par rapport au DMP qui est l'ajout d'un profil médical. Le patient lui-même peut ajouter des éléments d'information concernant ses antécédents, ses prises médicamenteuses, ses allergies éventuelles, ses hospitalisations, ses maladies. Et on va pouvoir partager ce profil médical avec les professionnels de santé de son choix. On va même pouvoir enregistrer la synthèse de ce profil dans son propre dossier médical et donc rendre cette synthèse visible. À l'intérieur de ce profil, on va aussi pouvoir enregistrer des mesures de santé. Ces mesures de santé, elles pourront être interconnectées avec le catalogue de services qu'on retrouvera dès le 2e semestre 2022 dans mon espace santé. On pourra télécharger des applications en santé qui tantôt sont déjà présentes sur nos smartphones, parfois sur nos balances connectées, parfois sont déjà utilisées avec des tensiomètres connectés ou des prises d'appareils de glycémie et qui permettent d'enregistrer les résultats dans ces mesures de santé. Donc voilà un petit peu pour cette partie profil médical. On retrouve également une messagerie sécurisée. On fait rentrer le patient dans la bulle, dans l'espace de confiance. Et cette messagerie sécurisée, à partir du moment où l'espace numérique est ouvert, et là, pour le coup, contrairement au dossier médical partagé, pour lequel on devait avoir une intervention dynamique de la part du patient pour qu'il aille ouvrir lui-même son espace santé, son DMP, pardon. Pour l'espace santé, on est sur la dynamique inverse, c'est-à-dire qu'à défaut d'opposition sur l'ouverture automatique, l'espace numérique est ouvert. Excusez-moi, Claire, oui, de te couper. C'est figé à la première diapo, depuis tout à l'heure. Ah,
Alors moi, j'ai le même problème, Émilie. Il y a des personnes qui... J'ai cru que j'étais toute seule, au fait. Oui, mais non, moi aussi, j'ai cru que j'étais toute seule, mais ça me... Alors, On n'a pas suivi celle-ci. En fait, je INS pense non que plus. le diaporama ne fonctionne pas du Ah, tout. Pourquoi? c'est moche. Là, vous ne voyez pas la roue? Là, là si, maintenant, oui. Mais Nous, on a raté les 2 autres slides, en fait. on a raté, oui. Au début. Alors, la slide sur l'INS, notamment. alors, est-ce que vous la voyez là, la slide sur l'INS? Non. Enfin, moi, c'est resté bloqué au DMP, là, enfin, à mon espace santé. Oh là là! Oui. Alors, gros problème. Je pense qu'on va valider. Quand tu passes à une deuxième, il faut peut-être le valider. Comme ça, on est sûr que tout passe. Parce que Ouais, tout à voilà. l'heure, tu parlais de l'INS. Je pense qu'on Voilà, alors a perdu pas mal de personnes. Alors, je suis désolée. Donc, voilà la présentation pour l'INS. Alors, dans tous les cas, vous aurez bien en présentation aussi ce diaporama. Donc, pas d'inquiétude. Donc, c'est ça, en fait. Hein, c'est des identités multiples que l'on va sécuriser en validant bien le fait de retrouver dans les bases et notamment dans le téléservice INSI la correspondance avec un patient donné. Donc, voilà. Et donc là, j'étais sur notre camembert avec donc le dossier médical et l'ancien DMP. Toutes les personnes qui avaient un DMP auparavant retrouvent l'intégralité de ces informations à l'intérieur de leur espace santé. La messagerie, on fait donc rentrer les patients dans l'espace sécurisé et en tant que professionnel de santé, on peut leur adresser un message sécurisé plutôt que de leur envoyer un mail sur une boîte personnelle. On va pouvoir utiliser une adresse de messagerie sécurisée. Alors, il n'existe pas d'annuaire de messagerie des patients puisque leur adresse de messagerie est toujours constituée de la même manière, c'est-à-dire leur matricule INS, donc leur numéro de sécurité sociale avec la clé, @patient.mssanté.fr. Donc, si vous voulez d'ores et déjà écrire à un de vos patients, vous pouvez le faire avec cet enregistrement-là, cette manipulation. Et puis, on va retrouver à partir du deuxième trimestre 2022 un agenda connecté, un agenda partagé. Le médecin, l'infirmier peut aussi co-alimenter des rendez-vous médicaux dans cet agenda. Et cet agenda, son objectif, c'est aussi de servir d'outil de prévention puisqu'on peut pousser des rendez-vous dans l'agenda, on peut pousser des rappels de vaccination, des propositions de dépistage, notamment en fonction de l'âge qu'on va atteindre. Donc, bien entendu, arriver à 50 ans, c'est la proposition du dépistage du cancer colorectal, mais à 12 ans, c'est la proposition de MT-dents qu'on va retrouver à échéance régulière aussi, puisqu'on a bien un espace santé par individu. Et l'INS, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on a un enregistrement d'un nouveau bébé sur nos bases, eh bien, on a son identité nationale de santé qui est enregistrée et donc l'ouverture de son propre espace numérique dans lequel on va pouvoir échanger et stocker les informations. Forcément, l'espace numérique d'un mineur est géré par le responsable légal, le ou les responsables légaux de cet enfant. Et donc, c'est ce que j'expliquais juste avant, mais que vous ne pouviez pas voir malheureusement. On aura aussi un catalogue de services à la fin de l'année qui va venir s'intégrer à l'intérieur de mon espace santé, qui permettra de télécharger des applications que l'on choisira. Il pourra s'agir d'applications comme Doctolib, comme des applications de suivi de la glycémie, des applications aussi de bien-être, hein, ça peut être Petit Bambou ou des choses comme ça. Et en fonction de la configuration de ces applications, tantôt elles viendront interagir avec l'espace numérique. Si je pense à Doctolib, ça va être pour aller déposer des rendez-vous dans l'agenda. Pour Petit Bambou, en revanche, je n'ai pas d'interaction forcément à prévoir avec cet agenda. Je pense aussi à ActiveDo pour faire un peu d'autopromo. Là non plus, il n'y a pas d'interaction directe avec l'agenda, mais j'aurai tous mes éléments d'information sous la même bulle. J'ai non seulement des applications, mais j'ai aussi des sites d'information en santé. Si moi, je veux rechercher des informations sur le mélanome, eh ben, je peux rechercher ces informations à l'intérieur de ma bulle sécurisée, informations qui ne seront pas revendues derrière par les GAFA éventuellement, puisque ça fait aussi partie des craintes des utilisateurs du numérique.
et notamment de l'utilisation de cet espace numérique. Donc, on est bien sur cette sécurité. La gestion de mon espace santé, c'est une gestion qui est assurée en France sur un serveur qui est vraiment géré par le ministère et l'assurance maladie. Et si vous avez entendu parler de Microsoft, ça concernait le Health Data Hub, c'est plutôt un cloud, un stockage d'informations anonymisées. Et la demande qui avait été prévue initialement vers Microsoft a été annulée par le gouvernement. Donc, il n'y a plus de sujet par rapport à ça. On part plutôt vers une solution européenne sur cet élément. Donc, j'en profite parce que j'y pense et c'est souvent une question qui revient sur ces éléments de cybersécurité. Alors, je vais repasser comme ça pour être sûr que vous voyez bien le diapo. Donc, cette arrivée de mon espace santé, nous sommes en train d'adresser l'ensemble des invitations actuellement et au 25 février, il ne nous manquera plus que la Vendée qui arrivera au tout début du mois de mars en envoi d'invitation. Vous avez d'ores et déjà la possibilité d'aller sur la plateforme monespacesanté.fr pour générer des codes provisoires, même si vous n'avez pas encore reçu d'invitation pour pouvoir le faire. Côté usager, quand on ne s'est pas opposé à l'ouverture automatique de son espace santé, eh bien, on a l'accès à son dossier médical, à sa messagerie sécurisée. Si on ne s'est pas opposé, mais qu'on n'a pas fait de démarche du tout et que l'espace s'est ouvert sans qu'on s'en soit rendu compte, et qu'un professionnel de santé envoie un message sur la messagerie sécurisée, eh bien, on recevra sur notre adresse mail enregistrée dans les bases de l'assurance maladie. Souvent, c'est quand on a créé son compte Amélie, on a enregistré une adresse mail personnelle, eh bien, vous recevrez une notification pour vous alerter qu'un nouveau document est arrivé dans votre espace santé ou qu'un message est arrivé sur la messagerie de votre espace santé. Côté professionnel, pour vous, eh bien, c'est transparent. C'est-à-dire que quand vous voulez alimenter ou consulter l'espace santé de votre patient, vous passez simplement par vos accès DMP auxquels vous étiez déjà habitué. Et pour adresser un message, vous passez aussi par vos propres outils de messagerie sécurisée. Donc là non plus, ça ne change pas vos habitudes. C'est simplement un nouveau destinataire que vous avez dans vos potentiels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve côté rubrique de mon espace santé, donc ce que vous pouvez voir dans l'espace numérique. On va retrouver les briques que vous connaissez déjà, les documents qui peuvent être déposés et répartis par les professionnels de santé, les synthèses, les traitements, les analyses, l'imagerie, les comptes rendus, la prévention et les certificats. Et puis, on va retrouver, comme pour le DMP, les données et l'espace personnel. L'espace personnel qui était avant un espace de stockage un peu, entre guillemets, fourre-tout pour le patient. Aujourd'hui, c'est le profil médical dont je vous parlais juste avant, qui permet vraiment de gérer en toute autonomie l'ensemble de son historique. Et on retrouvera dans cet espace personnel également la possibilité de déposer ses directives anticipées, de nommer son contact de confiance, sa personne de confiance et la personne à prévenir en cas d'urgence. Donc, on est sur vraiment la poursuite de cette dynamique. La grosse différence, c'est qu'en Loire-Atlantique, on partait sur 16% de DMP ouverts avant la dynamique de mon espace santé. Les 3 départements pilotes qui ont expérimenté mon espace santé, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, disposent de 98% d'espace santé ouverts. Donc, on est vraiment sur une dynamique complètement différente. Dans mon espace santé, on va retrouver des rubriques supplémentaires. Donc, la synthèse du profil, c'est un petit peu ce que je vous reprenais juste avant, avec ces libellés, donc les comptes rendus, la santé en résumé, les ordonnances de soins. Et pour vous, c'est vraiment complètement transparent. Simplement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur la partie profil médical, on va retrouver l'ensemble de ces catégories. Non seulement donc tout l'historique médical, mais aussi un élément important qui sont le fait de pouvoir identifier ces professionnels de santé, c'est un petit peu la communauté individuelle de soins, qui est mon médecin traitant, qui est mon infirmier habituel, qui est mon pharmacien de référence, et je vais pouvoir alimenter l'ensemble de ces informations.
En sortie d'hospitalisation, on va gagner un temps précieux parce qu'on va pouvoir, en tant que service hospitalier, contacter directement les professionnels de santé qui collaborent autour de ce patient. Et pour vous, en tant qu'infirmier, vous intervenez parfois ponctuellement auprès d'un patient, eh bien, vous avez l'ensemble du profilage de son entourage médical. On peut également déposer ces pièces administratives et là, en termes de facilitation des préadmissions hospitalières, eh bien, je n'ai plus à courir après mes documents. J'ai enregistré ma carte de mutuelle, mon attestation de droit assurance maladie, ma carte européenne d'assurance maladie. Alors, personnellement, moi, je l'oublie une fois sur deux quand je pars l'été en vacances à l'étranger. Eh bien là, au moins, je l'ai enregistrée. Je peux la retrouver avec un accès Internet sans problème. Alors, voilà. Alors, les modifications d'accès pour les professionnels de santé, eh bien, jusqu'ici, vous pouviez, depuis votre logiciel métier ou votre outil de messagerie, écrire aux autres professionnels qui disposaient d'une adresse, d'une balle, d'une boîte aux lettres MS Santé. Et dorénavant, vous pouvez non seulement continuer à leur écrire, et c'est bien entendu très fortement recommandé, et vous pouvez également écrire à vos patients, donc soit en les mettant en copie de ces échanges, soit en leur écrivant directement en fonction de l'intérêt que vous pouvez répertorier par rapport à ça. Et pour vous accompagner, pour vous montrer un peu des exemples, on a prévu des cas d'usage concrets pour échanger avec vous, un petit peu vous montrer le potentiel de cet outil. C'est pour ça que je voulais faire là. Hop. Donc, sur la création de cette adresse de messagerie, eh bien, en réalité, cette création, vous voyez, à partir du moment où l'espace numérique n'a pas fait l'objet d'une opposition, si on s'est opposé à son ouverture, eh bien là, l'espace santé du patient est dans un caisson en plomb, on ne le voit pas. Il n'a pas complètement disparu, hein. Le patient peut souhaiter le réactiver à n'importe quel moment et vous pouvez aussi l'accompagner dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition, sa messagerie est par nature ouverte et vous pouvez donc l'utiliser de cette manière-là. Comment est-ce que vous pouvez retrouver l'identité nationale de santé de votre patient? Eh bien, vous retrouvez cette identité soit dans le dossier patient de votre logiciel métier ou sur le téléservice INSI, donc INS Information, si votre logiciel le permet, et progressivement avec les accompagnements Ségur qui sont prévus pour financer des mises à jour de la part des éditeurs, vous allez voir aussi qu'on va se retrouver avec des logiciels qui vont tous le permettre. Le patient, lui, eh bien, il va retrouver son adresse de messagerie. Quand il va dans son espace santé, il ouvre son onglet messagerie et en en-tête, on a systématiquement le rappel de voici quelle est votre adresse de messagerie et on peut aussi la partager de cette manière-là avec son professionnel de santé. Donc, vous pouvez aussi les inviter à vous la partager de cette manière-là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, quel usage vous pouvez identifier par rapport à ces éléments? Eh bien, il peut s'agir, donc on est toujours sur cette messagerie bien sécurisée, hein. On peut envisager l'envoi et la réception de pièces jointes, et notamment, ça peut être le cas pour un patient que vous accompagnez nouvellement, de lui demander de partager la synthèse de son profil médical avant de pouvoir le rencontrer et l'accompagner. Ça va être le cas pour vous, mais pour l'ensemble des professionnels. On va avoir des échanges aussi avec un cercle de soins. Je pense à nos établissements qui s'occupent de patients dialysés et qui vont avoir des échanges réguliers. Donc, ces établissements avec non seulement les médecins, les infirmiers, mais aussi leurs patients directement pour être sûr de partager l'information au plus large par rapport aux recommandations qui sont faites pour ces patients. Donc, à partir du moment où vous avez une messagerie sécurisée en MS Santé, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de rentrer dans ce jeu. Si jamais ça n'était pas le cas, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des conseillers informatiques services de vos caisses qui sont vraiment disponibles pour vous accompagner au mieux sur le fait d'acquérir une boîte aux lettres de messagerie sécurisée.
et d'entrer vraiment dans cette dynamique-là parce que ça va vraiment être important pour vous sur toute la suite de la démarche. Vous avez vu, je l'appelle la goutte, toute la dynamique du numérique qui se met en place, qui va vraiment rendre indispensable l'acquisition de l'ensemble de ces outils. Alors, là, c'est vraiment sur la dynamique de ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire l'ouverture par défaut. Si l'usager s'est opposé à l'ouverture de son espace santé, eh bien, il ne sera pas créé. Si l'usager a activé son espace santé, eh bien là, on passe sur une phase dynamique et je vais pouvoir aller alimenter mon profil médical, rajouter des éléments d'information. Et dans tous les cas, au bout de 6 semaines après réception de l'invitation à activer ou à s'opposer, si on n'a pas fait du tout de démarche, eh bien l'espace santé est automatiquement créé. Vous voyez que là, on est sur une dynamique d'envoi des invitations. Ce qui est programmé, c'est qu'à la fin du mois d'avril, au plus tard, on ait l'ensemble des espaces santé ouverts pour tous les patients qui n'ont pas fait d'opposition par rapport à cette dynamique-là. Et on était, bien entendu, avec le DMP sur une problématique en boucle. Les dossiers médicaux n'étaient pas créés parce que les patients n'y voyaient pas d'intérêt, ils étaient assez peu utilisés. Donc, les professionnels n'avaient pas envie d'aller les consulter parce qu'il y en avait très, très peu de créés. Et donc, on ne les alimentait pas. Et donc, voilà, c'était un cercle sans fin dont là, vraiment, on est en train de sortir avec cette dynamique. Et c'est un produit, alors je ne sais pas si vous avez pu les uns ou les autres, vous pouvez apporter vos témoignages dans le fil de discussion, si vous avez pu activer le vôtre et commencer déjà en tant que patient à ajouter des éléments d'information. Mais c'est un produit qui est plutôt bien perçu et qui répond à beaucoup de demandes de la part des usagers et déjà des professionnels de santé. Alors, à quoi il ressemble? Eh bien, voilà, on a une présentation là de l'outil de connexion, de la page d'accueil. Et puis, demain, vous pourrez aussi vous identifier avec une clé numérique qui est l'application Carte Vitale, qui servira aussi d'outil pour venir ouvrir, activer, enfin, se connecter à son espace santé. Là, hop. On va retrouver aussi une gestion multiprofil. Là aussi, contrairement à l'aspect administratif un peu fermé, complexe du DMP, où on avait un code de connexion pour chaque dossier individuel, on passe sur une connexion sécurisée, mais qui va regrouper l'ensemble du mobile familial avec le représentant légal et ses enfants. Et on bascule d'un dossier à l'autre très facilement sans avoir besoin de se reconnecter. On a la possibilité d'activer l'espace numérique de son enfant, en tout cas du mineur qui vous est rattaché, à partir du moment où vous êtes identifié dans les bases assurance maladie comme étant le parent principal. Donc là, c'est juste une petite subtilité, mais on a souvent les deux parents qui ont rattaché leur enfant et il y a un premier parent qui est identifié chez nous comme étant ce parent principal. Ce parent principal peut envoyer une invitation à l'autre représentant légal pour que l'autre représentant légal active aussi sur son versant pour rattacher à son identité, à son espace numérique, l'espace santé du même enfant correspondant et on a exactement le même visuel et les mêmes droits. Alors, pour passer dans le concret, on vous propose deux illustrations. La première illustration sur ces échanges patients-infirmiers, c'est l'illustration du suivi pour vous d'un patient diabétique pour lequel vous passez plusieurs fois par jour pour administrer de l'insuline, en fonction des mesures qui ont été relevées et des échanges qui vont avoir lieu entre infirmiers et médecins traitants. On va avoir un patient qui va prendre une place plus active dans son suivi, qui va optimiser l'utilisation de son espace santé avec des applications connectées. L'objectif de mon espace santé, c'est vrai que je ne vous l'ai pas redit en introduction, mais l'affichage, l'idée de cet espace, c'est de rendre l'assuré acteur de sa santé, de prendre la main sur la gestion de sa santé. D'où l'importance vraiment de prendre une part active sur cet élément. Donc, on a imaginé le déroulement
d'un parcours avec votre patient et l'utilisation de cet espace santé. Donc, des rendez-vous multiples de ce patient diabétique, et Dieu sait que les rendez-vous sont importants, qui vont être enregistrés dans l'agenda. Et cet agenda va suggérer des rappels de rendez-vous. Typiquement, le pédicure, l'ophtalmo, on va les voir une fois par an. Eh bien, une fois par an, c'est compliqué de se souvenir exactement à quelle période on l'avait rencontré. Là, l'agenda va venir me soulager par rapport à ça pour me pousser des rappels de rendez-vous. Je vais retrouver mes comptes rendus de biologie, les lettres de liaison du cardiologue, du podologue, l'endocrino, qui vont être enregistrés dans l'espace santé et qui vont être accessibles par les intervenants à domicile, et notamment par vous. Le patient va pouvoir télécharger l'application de suivi de sa glycémie et cette application va pouvoir enregistrer automatiquement les mesures dans son profil médical. Donc là aussi, on a une valeur ajoutée, on stocke l'information et on la sécurise. L'infirmier va pouvoir enregistrer les constantes du patient et ajuster le traitement en interaction avec le médecin traitant et le pharmacien. Et le médecin adresser des recommandations à son patient via la messagerie sécurisée et les relayer à l'infirmier. Là, ce qu'on a imaginé, c'est quelque chose qu'on a imaginé. On est tout à fait ouvert avec vous au fait de réfléchir à des ajustements, au fait que vous puissiez nous dire que ça ne correspond pas réellement à votre activité ou que vous souhaiteriez. Et là, nous sommes tous fortement intéressés côté assurance maladie et URPS, que vous souhaiteriez participer aussi à l'élaboration de parcours d'usage de mon espace santé de ce type-là. Le deuxième exemple qu'on voulait vous partager, c'était celui-ci. C'était un patient qui sort d'hôpital suite à une chute et qui présente des plaies importantes. Un échange va être rendu nécessaire avec le médecin traitant sur l'état de ces plaies et vous, en tant qu'infirmier, vous voyez régulièrement ce patient. Qu'est-ce qui se passe du côté du patient? Eh bien, je retrouve mon espace santé. Le service des urgences consulte le volet de synthèse médicale à l'arrivée de ce patient, dépose dans l'espace santé la lettre de liaison et les ordonnances à destination de la pharmacie, de l'infirmier et du kiné. Et je vais, en tant que patient, les retrouver facilement pour pouvoir les repartager. Le patient va pouvoir vous contacter et se coordonner avec le pharmacien pour adapter les ordonnances de matériel avant que vous ne veniez, pour être certain d'avoir vraiment le bon matériel quand vous arrivez au domicile du patient. L'infirmier va pouvoir solliciter l'avis du médecin traitant qui va adresser ses recommandations via la messagerie sécurisée citoyenne en vous mettant en copie sur votre messagerie sécurisée à vous. Accompagné par vos soins, le patient va pouvoir adresser des photos de ses plaies par réponse de messagerie au médecin. Ce qui est important de savoir, c'est que cette messagerie sécurisée, elle est à l'initiative, l'ouverture de l'échange est uniquement à l'initiative du professionnel de santé, quel qu'il soit. Donc, vous, en tant qu'infirmier, si vous n'avez pas ouvert un échange, le patient ne pourra pas vous contacter en premier recours. Donc, c'est vraiment uniquement en réponse. Et vous avez la maîtrise pour clôturer aussi un échange, donc pour mettre fin à la discussion. Une fois qu'on a récupéré ces éléments, donc le patient a envoyé ses photos à son médecin, le médecin, là, dans la configuration, dans l'exemple qu'on a trouvé, décide de réaliser une téléconsultation assistée avec votre aide pour adapter le traitement. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe côté assuré, bien sûr, côté professionnel de santé. Entre professionnels de santé, on va avoir des échanges importants, sécurisés, entre infirmiers et médecins traitants, entre infirmiers et pharmaciens, et entre pharmaciens et médecins traitants. Donc là, voilà, ça ouvre la fenêtre pour le sujet suivant, après vos questions bien sûr, mais pour le sujet téléconsultation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure, même de vous rajouter des compléments au fur et à mesure que Claire présentait mon espace santé. Si ce n'est pas encore clair, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, ce que je peux dire, Adi Grosaille, là, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'être très bien.
Par contre, au vu de quelques petites questions dans la discussion ou de remarques, c'est vrai que la plupart de nos patients sont loin de l'ère informatique et que voilà, ça va être un peu compliqué ça va concerner surtout les plus jeunes, malheureusement. Mais ce n'est pas ce qu'on a le plus, on a plutôt des personnes âgées. Un suivi diabète, une personne qui est tombée, alors si c'est un jeune, oui, s'il avait créé son DMP ou s'il a créé son type de son MS santé, ça pourra correspondre, sauf que là, la plupart de nos patients sont quand même Alors, un peu trop vieux pour l'ère numérique. Alors, je vous entends et en même temps, l'information que je dois vous donner, c'est que nous envoyons des lettres d'information numérique donc en dématérialisé sur les adresses de messagerie personnelle de l'ensemble de nos assurés. Ce qu'on a pu constater sur le thème de mon espace santé, c'est que le public qui a le plus ouvert le document et qui est même revenu 2 ou 3 fois sur ce document pour en prendre de l'information et donc qui a vraiment de l'intérêt pour ça, ce sont les seniors. Alors, quand on dit seniors, c'est à partir de 60 ans. Les seniors et les retraités en ALD. Et là, sur les tranches de patients, on va avoir autant des patients qui sont entre 60 et 75 ans que de patients de plus de 75 ans. Donc, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous qu'on va avoir besoin de concrétiser un accompagnement important pour les patients âgés qui sont en fracture numérique. On a des patients beaucoup moins âgés qui sont également embêtés avec cette fracture numérique et qu'on va devoir accompagner. Et on a aussi des seniors qui sont très friands de ces outils numériques et qui vont être partageurs. Et d'autre part, il y a vraiment l'aspect activation dynamique où je vais aller alimenter mon profil médical d'une part, et il y a l'aspect échange d'informations sécurisées entre professionnels. Et grâce à cet espace santé, on peut malgré tout envisager, même pour des patients qui ne sont pas utilisateurs actifs, dynamiques, qu'on a dans 98% des cas un endroit, un carnet de santé numérique qui va répertorier l'ensemble des comptes rendus médicaux qui ont pu avoir lieu, qui ont pu être rendus pour ce patient. Donc là, ça apporte quand même des éléments plus favorables pour la coordination des soins du patient. Peut-être, Claire, réexpliquer vraiment la création automatique, la différence entre la création et l'activation. Oui, tout à fait. Pour expliquer ça, oui, parce que la façon dont je le présente habituellement, c'est que je dis on vous livre un mobil-home dans votre jardin quand vous recevez l'invitation. Et on vous dit, voilà, on vous livre un mobil-home par personne. C'est un espace santé. S'il ne vous intéresse pas, vous appelez le service après-vente et on revient avec la grue et on l'enlève de votre jardin. Du coup, il n'existe pas. Si vous ne faites rien, vous avez vu le mobil-home arriver et vous dites « Ah oui, tiens, il faudra que je m'en occupe, un de ces quatre ». Eh bien, le mobil-home reste et lui, à partir du moment où il est là, eh bien, l'électricité est branchée au bout de 6 semaines. Et si l'électricité est branchée, eh bien, cela permet à l'ensemble des professionnels de venir alimenter cet espace numérique et de venir le consulter, à condition, bien entendu, ça reste le même principe que le DMP, que le patient soit d'accord pour que le professionnel consulte son espace santé. Si je fais le choix de prendre une option plus dynamique pour mon espace santé, eh bien là, je vais aller dans mon mobil-home, je vais brancher le frigo, je vais allumer la lumière et je vais pouvoir vraiment échanger avec les professionnels. Et notamment, eh bien, le professionnel de santé qui a ouvert la petite fenêtre depuis l'extérieur et qui me parle, eh bien là, je vais pouvoir lui répondre parce que j'ai activé mon espace santé. Donc, c'est vraiment cette démarche-là d'activation. Mais pour autant, même si on ne l'a pas activé, à partir du moment où on ne s'y est pas opposé, on ne s'est pas opposé à son ouverture, eh bien, on a déjà le potentiel DMP, mais vraiment en mode augmenté, puisque depuis la phase DMP, on a énormément de professionnels et d'établissements qui alimentent en mode automatique. Et bien là, on a quand même la sécurité de retrouver ces éléments d'information. Donc, ça répond à la question justement que je viens de regarder, s'il faut se connecter sur une autre plateforme. Donc, ce n'est pas une autre plateforme. Vous, les professionnels de santé, vous allez continuer à se connecter ou à alimenter le DMP. En fait, la plateforme, elle est plutôt côté assuré. Oui, tout à fait. Là, Pardon, Claire.
Non, puis alors ça, bien entendu, on est d'accord, on n'est pas sur du tout patient. Pour les médecins généralistes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour certains patients, vous allez avoir un intérêt vraiment marqué à aller consulter l'espace santé de ce patient spécifiquement parce que vous avez besoin de récolter des éléments d'information que peut-être vous n'avez pas eu. Pour l'alimentation, c'est la même chose. L'alimentation va être justifiée sur certains documents. Bien entendu, on demande de l'alimentation de masse au laboratoire et aux radiologues parce que là, dans tous les cas, eh bien, on a besoin de retrouver le compte-rendu de biologie ou d'imagerie dans l'espace santé. Pour un médecin traitant, eh bien, si moi je vais voir mon médecin traitant parce que j'ai mal à la gorge et qu'il me prescrit un antalgique ou qu'il voit que j'ai une angine, mon angine ne présente absolument aucun intérêt de principe à être enregistrée dans cet espace santé. Donc, vous allez, vous, comme le médecin, pouvoir sélectionner les éléments à valeur ajoutée qui présentent vraiment un intérêt à venir alimenter cet espace santé. On répond aussi à la question, est-ce que les secrétaires médicales auront aussi accès à mon espace santé? Donc, les secrétaires médicales, donc on va dire, ils n'ont pas accès à mon espace santé, ils vont pouvoir accès au DMP si le professionnel de santé leur donne leur carte CPS. C'est-à-dire, c'est avec la carte CPS qu'on puisse accéder au DMP. Et je rappelle, le DMP, c'est une des briques de mon espace santé où le professionnel de santé a accès. Toutes les autres briques, c'est-à-dire mon profil, la messagerie, les applications et l'agenda, c'est que l'assuré qui peut accéder à ces 3 autres briques. Donc, par rapport à la secrétaire, tout dépend du médecin. Ça dépend ce qu'il va lui donner comme possibilité avec l'accès avec sa carte CPS. L'autre question, et que pensez-vous d'une application qui nous permet de consulter? D'accord. Oui, j'allais y répondre tout à fait. Parce oui, que, je te laisse répondre à celle-ci. C'est une question qui nous a déjà été posée effectivement. Quand vous arrivez chez le patient, l'idéal pour vous, alors on travaille nous en interaction avec l'Agence du numérique en santé, la direction du numérique et la Caisse nationale, et on a déjà pu faire évoluer l'outil tel qu'il était prévu au départ pour faire des adaptations. La question, c'est que pensez-vous d'une application qui nous permettrait de lire les comptes rendus d'hospitalisation directement chez le patient? Nous manquons d'informations, c'est le lieu où nous allons avoir ces infos. Eh bien, effectivement, soit vous avez la possibilité de demander au patient de vous partager un accès pour voir cet espace numérique, soit vous utilisez un accès personnel pour voir cet espace, soit, et c'est la demande qu'on a remontée, on prévoit en perspective de créer une application mobile, en tout cas c'est ce qu'on souhaiterait, une application mobile Mon Espace Santé Pro, comme vous avez Amélie Pro, et que cette application mobile vous permette d'ouvrir facilement l'espace santé correspondant de votre patient, donc le DMP de votre patient directement, et que vous puissiez faire cette consultation. Donc c'est une demande qui est remontée et on attend le retour. Mes patients ne s'intéressent pas au DMP. S'ils ne s'intéressent pas au DMP, ils ne se posent pas. En tout cas, au moins, on profitera de la coordination entre les professionnels de santé. C'est-à-dire les professionnels de santé, du moment où le patient ne s'est pas opposé, ils pourront, les professionnels de santé pourront alimenter mon espace santé et ils pourront aussi le consulter, mais avec bien sûr l'autorisation du patient, sur le côté consultation. Je prends la question suivante. Combien de DMP sont réellement utilisés par les assurés et les professionnels? Ce qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est que sur la phase pilote où on a eu 0 communication vers les assurés et les professionnels, on a eu spontanément 5% d'activation par les patients et on est à plus de 150 000 patients qui sont aujourd'hui en train d'utiliser activement les mesures et qui sollicitent des démarches. Les professionnels de santé libéraux et les établissements avec lesquels on échange aujourd'hui sont en demande de déploiement de parcours d'usage. On a notamment travaillé avec le CHU de Nantes, l'hôpital privé du Confluent, des gros groupes Elsan, Vivalto et LNA,
sur des parcours d'usage qui sont déjà déployés et des nouvelles demandes, notamment en cancérologie, pour ne citer que celle-là. Et donc, des déploiements qui sont à prévoir en perspective de manière assez importante parce que des propositions vont être faites par les établissements. Sur la question des réponses adaptées et rapides, les réponses médicales adaptées et rapides pour vous, on plaide aussi très fortement pour l'utilisation massive de la messagerie sécurisée par les médecins aussi, sur le fait d'être vigilant par rapport à ces messageries et de centraliser les informations de cette manière-là. Donc, l'usage de la messagerie sécurisée, c'est aussi une démarche qu'on met en œuvre de manière assez importante aussi pour le secteur médecin généraliste. Peut-on scanner un document chez le patient et l'intégrer dans mon espace santé tout de suite chez lui? Presque. On aura une application mobile qui va être délivrée. Elle est en bêta-testing sur les 3 départements pilotes, Haute-Garonne, Somme et Loire-Atlantique, en ce moment, auprès de 150 000 patients. Et à partir du moment où on a cette application mobile que j'ai eue, moi, en avance de phase, on peut même photographier le document et le rajouter directement dans mon espace santé. Donc, oui, c'est envisageable du côté patient, du côté professionnel de santé. Et bien là, tout va dépendre de votre outil professionnel, mais on est très intéressé pour vous faciliter la tâche. Notre objectif, c'est que pour vous, tout fonctionne en 2 clics. Donc, si on peut travailler avec vous sur l'articulation nécessaire, eh bien, on est intéressé. Alors, non, ce n'est pas de l'informatique, c'est de la sécurité de l'information, c'est de l'échange de données de santé. Ce n'est pas du tout de l'informatique, là, pour le coup. On est vraiment sur cet élément-là. On parlait tout à l'heure de la e-prescription. Demain, vous aurez besoin d'outils de lecture de QR code pour les prescriptions médicales. Cet outil de lecture de QR code, c'est déjà ce que vous faites aujourd'hui pour lire la plaquette d'étiquette du laboratoire quand vous allez chez un patient avant de coller les étiquettes. Eh bien, c'est déjà une démarche que vous adoptez et c'est vraiment l'idée de centraliser et de sécuriser l'ensemble de ces éléments d'information. Personne ne s'est emparé du DMP avant, effectivement, il n'était pas facile à alimenter, donc c'est ça qu'il faut aussi, on a appris de nos erreurs, on va dire, donc là, avec le Ségur, dont on a parlé tout à l'heure, tous les financements qui sont auprès des éditeurs, les éditeurs, ils ont des exigences derrière Ségur qui font que l'alimentation du DMP va être très facile par les professionnels de santé. Donc, en plus, il y a des avenants, il y a des conventions qui ont été signées avec les médecins qui vont aussi dans ce sens. Donc, il y a une obligation aussi d'alimenter le DMP, depuis la loi Kouchner, comme je disais, depuis 2002, depuis 2004, pardon, l'assuré a le droit d'avoir un regard sur ces dossiers, sur ces dossiers médicaux. Donc, voilà, il y a tout ça qui suit aussi derrière, tout ce qui est conventionnel, toutes les négociations. Pour vous, ça va être la même chose, donc il y a des négociations qui sont en cours. Donc, vous parlez tout à l'heure de rémunération, ça sera quelque chose qu'on va avoir assez rapidement au niveau des négociations et on va regarder ce qui en sort de ces négociations. Donc, peut-être qu'il y aura une rémunération, peut-être pas directe, mais c'est sur l'alimentation du DMP, ça va être sur les échanges au niveau avec les assurés, via la messagerie sécurisée et la consultation du DMP. Alors, je vois l'heure qui tourne, il est 14h28. Le webinaire doit prendre fin normalement à 15h. Et je dois moi aussi vous… Eh bien, on enchaîne. À 15h. Donc, je vous propose d'enchaîner. Marion, est-ce qu'il sera possible de récupérer les questions? Écoutez, la dernière fois que je les ai récupérées, c'était en format HTML. Ce n'était pas terrible en lecture. Donc, à voir si le téléchargement se fait correctement. Je vais les prendre comme là où je me suis arrêtée. OK.
Séverine, je vais te laisser la main par contre pour partager le Oui, diapo. c'est exactement ce que je vais te proposer. Moi, je vais partager le mien. Je vais voir si ça fonctionne mieux ou Je pas. vais les prendre, je vais les prendre à partir de là où on s'est arrêté, hein, au niveau des questions. Hein. Je ne vais pas tout prendre. Alors, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. Hein. Nos adresses mail sont très simples, claire.marquez@assurance-maladie.fr. Ouais. Voilà. Hier, on les a à la fin du diapo. Il y a tout par département. Et puis après, nous, en interne, on répondra en fonction. Donc, n'hésitez surtout pas et sur toutes vos observations, on est tout à fait preneur justement de propositions. Hein. Je voyais la thématique de la problématique de la vie rurale. Ça m'intéresse de savoir quelles articulations on peut trouver justement pour résoudre ces problématiques. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. Merci Claire. Merci. Alors, j'ai partagé mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Ça arrive doucement et là, on voit votre bureau. On voit mon bureau, donc ce n'est pas bon du tout. Des fois, il faut attendre un tout petit peu. Hein. Ouais, alors moi, je l'ai en... Hop là, on va faire différemment. Ouais, ça doit être... tac, tac, tac. Partage. Je regarde, on a... Toujours la même chose, hein, ça Oui, fonctionne. on est toujours Ouais, sur le bureau. C'est pas mieux? Parfait. C'est bon? Parfait. Alors, est-ce que vous l'avez en plein écran ou pas? Parce que là, Super, oui. Non, c'est bon. Génial. C'est tout bon. Donc, je poursuis la présentation avec un focus sur donc, la téléconsultation et le télésoin. Deux pratiques qui relèvent aujourd'hui de la télésanté. Donc, quand on parle de télésanté, je vais juste bouger ça. Aujourd'hui, les enjeux de la télésanté, donc je détaillerai après les pratiques qui rentrent dans ce cadre de télésanté. Les enjeux, les objectifs de la télésanté aujourd'hui sont d'une part l'amélioration de l'organisation du système de santé qui va pouvoir permettre à chaque usager un accès aux soins, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire, et d'autre part, faire en sorte que l'information circule de manière optimale entre tous les PS lors du parcours de soins d'un patient. Donc ça, ce sont les enjeux de la télésanté, et la télésanté, elle recouvre plusieurs pratiques. Elle se découpe déjà en deux grandes pratiques qui sont la télémédecine et le télésoin. La télémédecine, c'est donc la pratique médicale à distance, toutes les activités réalisées à distance par un professionnel médical, alors que le télésoin, on va être sur la pratique de soins à distance. Les 5 actes de télémédecine que l'on connaît, hein, notamment la télésanté, alors, on se rend compte qu'elle progresse, elle s'installe progressivement en France, mais elle a connu une accélération nette avec la crise sanitaire et notamment la téléconsultation. Donc, la consultation qui permet à un patient de consulter son médecin, que ce soit un généraliste ou un spécialiste par vidéotransmission. On a la téléexpertise qui va permettre à un professionnel de santé de solliciter l'avis d'un de ses confrères ou de plusieurs de ses confrères. Sur une téléexpertise, il faut avoir en tête aussi le professionnel de santé va solliciter, entre le moment où le professionnel de santé sollicite l'avis d'un de ses confrères et le moment où le confrère va lui répondre, il peut y avoir un laps de temps, ce n'est pas forcément une pratique simultanée. On a toujours dans la télémédecine, on a l'acte de télésurveillance médicale qui rentre aussi dedans, qui permet à un professionnel d'interpréter à distance des données qui vont être recueillies sur le lieu de vie du patient. On a la téléassistance médicale qui, là, va permettre aux professionnels d'assister un de ses confrères dans une pratique, sur la pratique d'un acte médical. Et enfin, on a la régulation médicale qui est faite par le SAMU ou le Centre 15 et qui va permettre d'apporter une première réponse à distance avant d'orienter le patient dans son parcours de soins.
Donc, nous, les deux thématiques qui vont nous intéresser aujourd'hui, enfin, en tout cas celles sur lesquelles on va s'arrêter, c'est vraiment la téléconsultation assistée, puisque c'est celle qui vous concerne, et le télésoin. Si toutefois vous avez des interrogations ou des questions sur les autres actes de télémédecine, vous pourrez surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter en tout cas vos questions a posteriori. On prendra le temps d'y répondre, parce que, vu en effet le laps de temps, ce ne sera pas forcément aujourd'hui, mais on les prendra en compte ultérieurement. Donc, la téléconsultation assistée. La téléconsultation, à proprement dite, c'est bien une consultation réalisée à distance entre un médecin et un patient, mais ce patient peut, dans certains cas, si sa situation le nécessite, être assisté par un autre professionnel de santé, que ce soit un infirmier ou un pharmacien. On va avoir là, on a mis en exergue quelques cas d'usage. Donc, l'évaluation d'une dénutrition chez une personne âgée, transmission des résultats de paramètres recueillis par des objets médicaux connectés, dans le cas d'un suivi d'une sortie d'hospice, mais on peut aussi avoir tout simplement un renouvellement d'ordonnance. On a une patiente qui ne peut pas se déplacer, qui est inquiète sur sa santé. Une téléconsultation assistée peut être organisée avec l'IDE qui se déplace au domicile et puis qui va permettre la réalisation de cette téléconsultation. Et à l'issue, si besoin, elle pourra recevoir son ordonnance. La patiente n'aura pas eu besoin de se déplacer, puis elle aura pu être rassurée sur son état de santé. Donc, ça permet bien une prolongation et surtout un accès aux soins pour des personnes qui pourraient être en difficulté, alors que ce soit en difficulté numérique ou en difficulté, comme je disais, pour se déplacer. Quand on parle de consultation assistée, on parle bien de téléconsultation, avec un échange visuel. Ce n'est pas un échange par téléphone. C'est bien, il faut que l'infirmière, enfin l'idéal, l'infirmier ou l'infirmière, soit équipé soit d'une tablette, d'un téléphone ou d'un ordinateur avec une caméra. C'est quand même des prérequis pour la téléconsultation assistée. On a également des consultations assistées aussi en EHPAD, où le patient est accompagné de l'infirmière de la structure, qui peut se faire aussi sur l'échange, avec un échange sur le suivi d'une plaie chronique. Concrètement, comment se passe la téléconsultation assistée? Donc, le médecin, alors, l'initiative de la téléconsultation assistée peut être faite soit par l'IDE, soit par le médecin. Dans tous les cas, le médecin va donc transmettre un lien de connexion et c'est là où il y a deux cas de figure. On a un patient qui est équipé d'un ordinateur, donc il va pouvoir recevoir le lien directement sur son ordinateur. Et on peut avoir le cas, bien évidemment, d'un patient qui n'est absolument pas équipé ou en tout cas pas autonome d'un point de vue numérique. Et dans ce cas-là, la téléconsultation peut se faire en pharmacie, dans une officine qui est équipée d'un espace dédié à la téléconsultation. Ou alors, c'est le cas dont on parlait juste avant, l'IDE qui se déplace au domicile du patient avec ses outils numériques. La téléconsultation se déroule, donc comme on a une caméra, le patient peut voir, l'IDE peut prendre les constantes et transmettre les informations au médecin. À l'issue de tout ça, le médecin va rédiger son compte-rendu qu'il va lui pouvoir intégrer à son dossier patient sur son logiciel métier et qu'il va pouvoir également déposer sur l'espace santé du patient. Et ensuite, il y a une télétransmission qui se fait et la facturation qui va se faire par rapport à la téléconsultation. Donc, le médecin va facturer sa téléconsultation et l'IDE va facturer sa téléconsultation assistée. Petit rappel, justement, attendez, je ne vois pas trop. Hop là. Petit rappel donc, sur le cadre réglementaire, mais c'est un peu ce que je viens déjà de dire. La téléconsultation, elle peut se faire soit au domicile du patient avec l'aide de l'infirmier, soit au cabinet ou dans un lieu dédié à la consultation. Donc, ça peut être, quand on parle d'un lieu dédié à la consultation, ça peut être dans certains centres de santé, il y a des salles dédiées à la téléconsultation. Voilà, ça peut être, c'est dans un lieu autre que chez le patient, au sein de l'officine, comme on le disait, lorsque l'officine est également équipée d'un lieu dédié ou au sein d'un EHPAD.
le rôle de l'accompagnant à la téléconsultation, c'est bien d'assister le médecin téléconsultant et d'accompagner le patient, parce que certains en ont besoin, dans la compréhension de ce que va lui dire le médecin. Je reviendrai tout à l'heure, à la fin de la présentation, sur le dispositif, parce qu'il y a des aides qui sont aussi proposées pour s'équiper forcément de matériel. Donc, on y reviendra à la fin de la présentation. Là, on vous indiquait les facturations justement pour les actes de téléconsultation assistée. Donc, on a 3 codes, puisque en fonction de où se fera et comment se fera la téléconsultation assistée. Si c'est au cours d'un soin infirmier qui était déjà prévu, on est en code TLS. Si c'est hors du soin infirmier, donc c'est vraiment une téléconsultation propre, mais dans un lieu dédié, là, on a un code TLL, et si c'est une téléconsultation assistée, là encore indépendante, mais au domicile du patient, c'est encore un autre code, c'est le TLD. Voilà. Donc ça, pour la téléconsultation assistée, voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions ou si on attend la fin de la présentation. On peut reprendre quelques… J'ai répondu à quelques questions. D'accord, ok. Il y a juste une question que je n'ai pas très bien compris. Quels sont les intitulés à demander aux prescripteurs sur les ordonnances? Je n'ai pas compris. Savoir exactement le libellé, en fait. Je pense, Nicolas, je ne sais pas, peut-être que je peux prendre la parole, ou vous voulez, Séverine, attendre la fin alors, attendez. Comme tu le souhaites, Séverine. Je vais regarder. Je n'ai pas regardé parce que du coup, comme j'ai la présentation en… Oui, mais il n'y a que celle-ci comme question. Hein, je pense que c'est le libellé. Quels sont les intitulés d'ordonnance, en fait. Ouais. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'une ordonnance pour ça. Non, il n'y a pas besoin d'une ordonnance. C'est en fin de compte, c'est le médecin, quand il va télétransmettre son acte de téléconsultation, le fait que lui ait transmis son acte de téléconsultation avec un code particulier, ça permet à l'infirmière de facturer son acte de téléconsultation également à distance. Et par contre, il faudrait savoir ce qu'on met effectivement en score. Est-ce que c'est… soins ne nécessitant pas de prise en charge, d'ordonnance, voilà, c'est peut-être ça, ou alors marquer acte de téléconsultation qui ne fait pas partie encore des… Enfin, je veux dire, on n'a pas cet intitulé-là de programmer sur nos logiciels. Donc, à la rigueur, il faut mettre une feuille où c'est marqué acte de téléconsultation dessus. Et c'est la facturation du médecin qui provoque le potentiel, la possibilité à l'infirmière de facturer. Il me semble que donc, lui, s'il ne facture pas ou s'il oublie, l'infirmière est bloquée, c'est ça Tout à fait. Par contre, c'est ça le problème. Non, elle n'est pas bloquée. Ça, c'était plutôt dans la télé-expertise. Excusez-moi. Hein. C'est pas bloqué. Hein. La facturation, elle est complètement indépendante. Hein. Mais il faut que ça soit à l'initiative du médecin. C'est le médecin qui demande. C'est-à-dire l'infirmier, il va demander au médecin, mais c'est le médecin qui fait la téléconsultation. Oui, en fait. C'est ça. C'est important d'avoir ça. Lui qui fait la connexion. Pardon, parce qu'il y avait un témoignage de Laurence tout quand Séverine a commencé. Et du coup, j'avais l'impression que c'était ça qu'elle voulait dire, qu'elle n'avait pas eu… Alors, c'est ce que je ne comprends pas. C'est que c'était à sa demande, mais après, elle a dit elle n'a pas eu de facturation. Mais non, c'est à elle de facturer. C'est à l'infirmier de facturer. Alors, attendez. Alors, attendez, je recherche. Et en score, il faut simplement mettre acte de téléconsultation, par contre. Laurence reprécise, j'ai fait une visite dont il n'avait pas le temps, le médecin a demandé que je passe. En fait, c'est pour ça que je ne comprends pas. C'était à sa demande et après, il n'avait pas le temps. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Mais après, si c'est à sa demande, l'infirmière, elle met l'acte de télésoin du moment où c'était indiqué. Hein. Elle a fait ce qu'il fallait. Hein. Donc, elle n'a pas besoin que son médecin facture pour qu'elle facture derrière, du moment où c'est demandé par le médecin. De toute manière, c'est à l'initiative du médecin. Hein. Oui, l'infirmière peut proposer la téléconsultation assistée, elle va solliciter le médecin, mais ça reste bien, l'IDE assiste le médecin c'est bien le médecin qui est le téléconsultant et qui valide. Qui est assisté par l'infirmière. Exactement. Alors, si vous voulez, Laurence, du coup, on pourra reprendre à la fin peut-être et que vous pourrez peut-être nous expliquer votre cas précisément. Si vous en avez besoin, en prenant la parole, ce sera peut-être plus simple. Merci.
Je poursuis du coup avec le télésoin. Donc, le télésoin, lui, va permettre à un professionnel paramédical ou un pharmacien d'accompagner le patient et de le suivre à distance. C'est le cas notamment pour un IDE, ça peut être pour les conseils thérapeutiques pour les patients atteints de maladies chroniques. Mince, excusez-moi, je n'ai pas… Ah. Hop, c'était cette… Ah, voilà, cette slide-là. Donc, voilà, dans le cas d'un IDE, ça peut être, par exemple, pour proposer des séances d'éducation thérapeutique. Le télésoin. Il n'y a pas de catégorie de professionnels exclus. La seule chose, les 2 prérequis qu'il faut impérativement, bien évidemment, c'est que l'acte en lui-même ne nécessite pas la présence physique de l'IDE, évidemment, et surtout que le patient dispose bien de l'équipement nécessaire. Parce que là, le télésoin, le patient en face, il est seul chez lui. Donc, s'il n'est pas équipé numériquement parlant, il n'a pas d'informatiquement parlant, pardon, il n'y a pas possibilité d'effectuer un télésoin. Et puis, il faut aussi que lui se sente assez à l'aise et accepte cette proposition de télésoin. L'IDE va fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner habituellement, c'est-à-dire qu'il va compléter, il va faire le compte-rendu de la réalisation de l'acte de télésoin, il va indiquer si un autre professionnel est intervenu ou pas pendant le télésoin, l'heure et la date du télésoin, enfin, toutes les infos nécessaires vont être complétées également. Et pour être intégré à son dossier patient dans son logiciel métier, et va pouvoir, elle aussi, ce compte-rendu va aussi pouvoir être déposé dans l'espace santé du patient. Donc, ce qui veut dire aussi que ce patient-là, quand il va être amené à voir, je rebondis du coup sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec mon espace santé, le patient est amené à consulter son médecin traitant, celui-ci pourra retrouver en consultant son espace santé toutes les infos qui auront été faites pendant ce télésoin et puis s'il y a eu des choses particulières. Un télésoin concrètement, bon là c'est pareil, on va redire un peu ce que je viens de dire, mais concrètement, l'infirmier propose le télésoin au patient, elle va lui envoyer un lien de connexion, donc ça se déroule un peu, techniquement parlant en tout cas, sur le même principe que la téléconsultation. L'IDE va réaliser son soin à distance. Alors, on précise bien forcément que pour les mineurs de moins de 18 ans, la présence du parent ou en tout cas d'un majeur est nécessaire. L'infirmier va pouvoir aussi directement communiquer via la messagerie sécurisée avec le patient et lui demander en parallèle s'il y a des infos, s'il doit lui envoyer d'autres éléments nécessaires. Il pourra le faire via la messagerie sécurisée de santé. Même topo, il rédige le compte-rendu qu'il va pouvoir déposer dans l'espace santé. Après, pour la facturation, le paiement en tout cas de l'acte, c'est à l'IDE de voir aussi en fonction du patient, est-ce qu'il a l'habitude de faire, est-ce que c'est un paiement en ligne, carte bancaire ou chèque, ça c'est après à voir en fonction du patient et de ce qu'il a l'habitude de se faire. On revient sur la facturation. Donc, les actes de télésoins aujourd'hui sont, le code et le tarif des actes de télésoins sont ceux qui sont appliqués habituellement pour les actes en présentiel. Et toi, Nadjet, tu voulais rajouter donc une information sur le code, parce que là, je ne l'ai pas indiqué en effet. Oui, c'était le code pour le télésoin. Oui. Oui, effectivement, c'est TMI en fait. Voilà. TMI, l'équivalent de l'AMI. C'est ça. Donc, je vais le mettre sur le chat. D'accord. Donc voilà, mais les tarifs sinon sont les mêmes que pour en présentiel. Et puis enfin, sur les aides à l'équipement. Donc, dans le forfait, dans le famille, vous avez des indicateurs socles et vous avez un indicateur optionnel qui est relatif à la télémédecine et notamment à l'équipement pour l'activité de télémédecine. Donc, après vérification, cet indicateur-là n'est pas… peut être perçu de façon indépendante des autres indicateurs socles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de remplir les indicateurs socles
pour avoir celui-ci. Donc, ça prend en compte, en effet, les équipements. Il y a un forfait de 350 € pour l'équipement vidéo, les abonnements et puis tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser. Et puis, un deuxième forfait pour les appareils médicaux connectés dont vous pourriez également avoir besoin, que ce soit pour les téléconsultations assistées ou les différents actes en tout cas, de télémédecine. Donc, je rebondis aussi sur ce que disait Claire tout à l'heure, l'assurance maladie. Donc, les dames, les délégués d'assurance maladie, les conseillers en informatique sont tout à fait disponibles, en tout cas, pour répondre à toutes vos questions, enfin, notamment les conseillers informatiques et services, pour toutes vos questions techniques. Ils sont à votre disposition, en tout cas, pour y répondre, sans souci. Voilà pour moi, sur la partie télésanté. Je ne sais pas si… Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, on a proposé une valise avec tout le nécessaire à la téléconsultation, appareil connecté, caméra, etc. C'est quand même 9 000 €, effectivement, ça fait beaucoup. A priori, pris en charge par certains CPTS, qu'en est-il? Pris en charge par les CPTS. C'est une démarche de la CPTS dans ce cas-là. En tout cas, ce n'est pas l'assurance maladie qui va payer. Après, il faut s'assurer. Si c'est la CPTS qui prend en charge, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi dans leur offre de service, la CPTS. Après, vous avez des solutions qui sont aussi gratuites, qui sont présentées par l'Agence nationale du santé, par l'ARS, donc du CCS. Et vous avez aussi alors, tout ce qui est gratuit, forcément, dans le forfait structure. Est-ce que tu peux revenir juste sur la slide du forfait structure? Voilà, celle-ci. Voilà, pour équipement vidéo en transmission. Du moment où vous n'avez pas payé une solution, c'est-à-dire, par exemple, vous allez adapter la solution du GCS, du grade, au fait, où on va même dire que cette solution, elle est financée par l'ARS. Dans ce cas-là, vous n'avez pas avancé de l'argent, je dirais, et vous ne l'avez pas payé. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier de ce forfait de 350 €. Par contre, si vous dépensez de l'argent pour acheter une solution ou s'abonner à une solution, vous pouvez bénéficier. Percevoir cette somme jusqu'à ce que vous vous remboursez tout votre matériel. C'est-à-dire, vous allez mettre tous les ans 350 € jusqu'à, si vous l'avez acheté à 9 000 €, je dis n'importe quoi. Donc là, vous allez multiplier le nombre d'années jusqu'à ce que vous remboursez tout votre matériel. Voilà, vous avez deux choix. Donc, il y a un matériel qui est quand même directement possible via l'ARS, qui est financé par l'ARS, ou sinon un matériel que vous allez vous abonner. Donc, il y a deux possibilités, un abonnement ou sinon un achat. Donc, la question, c'est ce que je vous ai envoyé tout à l'heure comme message, c'est qu'il y avait quelques questions sur une infirmière qui a acheté un matériel avec une webcam. Est-ce qu'elle peut se permettre de cocher l'équipement de vidéo? Donc là, ce que je vous ai envoyé, c'était la réponse de la CNAM, c'était non. Donc, juste un ordinateur avec une webcam, c'est non. C'est tout. Après, est-ce que j'ai d'autres… Le télésoin à notre niveau est très restreint. Faire une prise de sang à distance ou un pansement, oui, tout à fait, hein. Ça peut être juste… oui, alors, ça, c'est quelque chose aussi que nous, on ne peut pas le préconiser comme ça d'emblée, parce qu'il faut qu'on travaille avec vous pour essayer de réfléchir quelles sont les possibilités. Il y a forcément des possibilités avec les nouveaux forfaits sur les piluliers, sur la prise en… Il y a des choses où c'est possible. Vous envoyez par exemple une ordonnance pour que vous puissiez regarder déjà avant la plaie et voir quelle est l'ordonnance ou quels sont les produits à prescrire pour le patient. Il y a des possibilités, mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille avec vous pour voir et discuter autour des cas que vous rencontrez. Parce que nous, derrière, c'est vrai qu'on on connaît pas vraiment vos pratiques. Donc, effectivement, un groupe de travail pour discuter autour de tout ça, c'est vraiment le bienvenu par rapport à mon espace santé ou le télésoin. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est une ouverture d'une nouvelle possibilité, d'un nouveau canal. Ça ne vient forcément pas se substituer à votre activité régulière, à votre expertise que vous savez très bien faire. Mais c'est exactement la même chose pour les médecins aussi. Il y a beaucoup de consultations qui ne peuvent pas se faire en téléconsultation parce qu'on a absolument besoin
de faire un examen médical en direct et ce ne sera pas envisageable. Les kinés sont aussi dans la même démarche que vous, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à faire du télésoin et on peut aussi se dire qu'un kiné en télésoin, malgré tout, on a un peu de mal à identifier ce qu'ils peuvent faire. Les dentistes sont aussi autorisés à faire du télésoin. Donc voilà, forcément, on est sur l'ouverture juridique de la possibilité d'envisager justement des nouvelles situations, des nouveaux cas, des nouveaux accompagnements. Vous parliez tout à l'heure de désert médical, et très clairement, là, on va avoir recours à des outils qui vont apporter des solutions. Alors, certes, pas idéal, l'idéal, c'est d'avoir un professionnel en direct pour pouvoir le faire, mais on va pouvoir apporter des solutions, en tout cas, pour accompagner certaines situations et éviter d'être dans le zéro accompagnement. Tout à fait, parce qu'on a eu cette expérience, parce que le télésoin, l'équipe pour les médecins, c'était la téléconsultation, mais au départ, c'était pareil, ça ne marchait pas du tout. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec eux et avec des cas d'usage, et maintenant, ça a bien démarré, la téléconsultation. Et en plus, avec les prochaines négociations avec les infirmiers, donc il y a aussi la téléexpertise qui va arriver aussi bientôt, je pense. De toute façon, il n'y a pas de raison, puisqu'elle a commencé un tout petit peu à s'installer. Donc ça aussi, c'est pareil, la téléexpertise, on va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire par téléphone? Mais voilà, le téléphone pour vous allez téléphoner à un médecin, ce que vous faites régulièrement d'ailleurs. Vous allez téléphoner à un médecin, le médecin, il va vous donner des conseils parce que vous allez lui expliquer. Et puis voilà, ça vous ne pouvez pas le facturer actuellement. Et là, ça va venir. Ce sont des cas d'usage, ce sont des nouveaux cas d'usage qu'il faut travailler effectivement ensemble. Donc là, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est de donner en fait un grand éventail de ce qui est proposé. Et puis après, je pense qu'il faudrait qu'on travaille vraiment ensemble pour trouver les cas d'usage. C'est ça. Vous avez repéré d'autres questions à laquelle vous vouliez répondre peut-être? Alors, certains me posent la question, quelle est la procédure pour créer l'application Mon Espace Santé Professionnel? Oui, j'ai répondu. Alors, c'est chouette parce que ça correspond visiblement vraiment à un besoin. Donc, il n'y a pas de procédure particulière, c'est-à-dire que vous allez avoir un bouquet de services professionnels qui va être mis à disposition de l'ensemble des professionnels de santé très prochainement au cours de l'année 2022, qui est un petit peu le pendant de Mon Espace Santé pour les patients. Dans ce cadre-là, nous faisons remonter des demandes, des besoins spécifiques par rapport à ce qui est attendu par le terrain. Donc, bien entendu, à partir du moment où on aura réussi à obtenir une évolution dans ce cadre-là et une application ou en tout cas un accès facilité par rapport à ça, on recommuniquera, c'est ce que j'ai partagé, bien entendu, auprès de l'URPS qui pourra vous répercuter l'information. Je dois pour ma part vous laisser parce que j'ai malheureusement parce que je serais bien restée avec vous, une autre réunion à animer qui va démarrer tout de suite. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et pour vos questions. Merci Claire. Merci. Merci Claire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, ou peut-être prendre la parole pour expliquer des choses qu'on n'a peut-être pas compris dans les échanges des fils. Ouais, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris des choses sur la santé, oui, ou à l'oral, prenez le micro dans ce cas-là. Vous levez la main, c'est possible, je pense. Oui, pas de problème. C'est partagé, je vois bien les retours de chacun, oui. C'est partagé. Bon, après, voilà, soit on est pour, on est… Mais bon, c'est ce que je dis, après, avec les usages, on a vécu une crise sanitaire qui nous a permis quand même de continuer à faire… à délivrer des soins, et c'est grâce à ces instruments, c'est grâce à beaucoup à la téléconsultation, à la téléexpertise qu'on a pu aussi avancer. Donc, c'est une ouverture aussi de l'avenir. Mais après, on sait très bien qu'il faut un accompagnement auprès des assurés, auprès de vous. Il faut qu'on travaille sur les usages. Donc il y a du travail, ça c'est sûr.
ça ne va pas se faire, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a tout un accompagnement à faire et à travailler ensemble. C'est surtout ça, en effet, puisque vous êtes sur le terrain, mais nous, on peut vous accompagner aussi d'une certaine manière. Donc, c'est important d'échanger. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de questions. Non, je pense que... Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de vous être connectés. Je vois qu'il y en a déjà qui se déconnectent, donc qui repartent peut-être travailler. Exact. L'ensemble de leurs informations. Bien sûr. Merci à tous. Et puis, écoutez, on peut se quitter. Et à bientôt. Merci beaucoup.